конкретно все, уже им по барабану. Торговля. Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale Moscou-dit. On n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif? Cette idée de frapper les civils ukrainiens, l'idée c'est quoi? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images et il y avait zéro réunion. Les immeubles... Quelle image? Ils prennent les endroits civils, les transforment en base militaire d'une manière ou d'une autre. Quand je dis base, vous comprenez. Ils transforment cet endroit en hub logistique militaire. Puis quand cet endroit est détruit, ça alimente leur propagande. C'est fait exprès. Ne vous dites pas une seule seconde que non, ils n'y ont pas pensé. C'est fait exprès. Les centrales électriques, la Russie assume qu'elle les bombarde. Il y a des représentants russes, le fameux député de la Douma, par exemple, Piotr Tolstoï, qui disait on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge. Vous allez voir. Étant donné que Zelensky est en train de chercher l'argent pour continuer la guerre, au lieu d'arrêter, négocier, comme la Russie demande, la Russie a donc décidé d'enchaîner avec les frappes. Les Russes ne peuvent pas s'arrêter alors qu'ils ont l'avantage sur le terrain. C'est dans cette optique donc qu'il y a eu un nouveau raid massif, c'est titré là, raid russe massif, avec des centaines de drones et de missiles lancés en Ukraine. Écoutons ce qui se passe. Les images, ces frappes cette nuit de la part de la Russie sur plusieurs grandes villes d'Ukraine. Et puis peut-être qu'il y a ces images et on va voir cette autre image fournie par les Ukrainiens. Vous allez voir tous ces drones, tous ces missiles se diriger quasi essentiellement vers la capitale ukrainienne. Mais avant, on va passer quelques secondes avec les habitants de Kiev. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Конкретно все, уже им по барабану. Торговля. Vous voyez à quel point le son est lent, c'est-à-dire entre le moment où ça a frappé et le moment où le son est parvenu à la personne qui filmait. J'ai même compté 3 secondes. Mince. Avant de poursuivre, laisse-moi te parler d'une nouvelle chaîne qu'on a créée, Excel Enrich. C'est notre espace 100% tech. Les secrets des grandes plateformes, les révolutions plus ou moins silencieuses de la technologie, l'économie numérique et toutes ces innovations qui changent ta vie, voire qui vont changer notre société. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière l'écran, découvrir des histoires que personne ne raconte et avoir un vrai regard d'avance sur la technologie, donc va, tu t'abonnes et puis tu reviens continuer la vidéo. Là par exemple, on a publié une magnifique vidéo sur une question intéressante. Et si Google disparaissait, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas un simple outil qu'on utilise pour faire de la recherche. Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale, Anastasia Kirilenko. Comme à chaque fois, quelques heures après ces frappes, Moscou parle. Moscou dit on n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif? Ce narratif est peut-être pour l'usage interne. Il y a des Russes qui sont persuadés que la Russie ne bombarde aucun civil, mais c'est des mensonges flagrants. Il y a même une fille de 12 ans qui est morte. Il y a un institut de cardiologie qui a été touché. Il y avait aussi des frappes à Odessa. Il y avait une cave vinicole qui a été bombardée. Et tout ça, la Russie prétend des objets militaires. Parfois, les narratifs sont un peu plus développés. Genre, dans une école, il y avait quand même des militaires, mais parfois, Moscou ne fait même aucun effort. C'est pour montrer que c'est pas un tigre en papier. Comme l'a dit Donald Trump. C'est pour continuer les négociations de la position de force, comme croit Moscou. Alors, déjà, c'est le bon sens de pouvoir continuer des négociations.
en ayant la position de force. Ensuite, non, ce n'est pas une simple réponse d'égo de la part de la Russie. C'est extrêmement sérieux ce qui se passe. Et maintenant, il y a un truc que vous devez savoir sur les affaires de bombardement de lieux civils là. Et c'est là où vous devez voir à quel point le bloc occidental est mal intentionné en fait. Parce qu'ils savent pertinemment quelle sorte de conseils ils ont donné à l'Ukraine. Quand ils proposaient à l'Ukraine d'avoir des lieux civils, comme des bases militaires, pour que si jamais la Russie frappe ces zones-là, le but n'était pas simplement le camouflage. En mode, ok, la Russie saura qu'on œuvre depuis des bases militaires. Donc, allons ailleurs, simplement pour se camoufler. Non. Parce qu'ils savaient que la Russie allait les trouver. L'objectif derrière, c'était de pouvoir faire ce genre d'émission une fois que la Russie aura trouvé ces zones et aura frappé ces zones. C'est pour pouvoir sortir les gros titres par la suite et expliquer comment est-ce que la Russie frappe des zones civiles. Si la Russie voulait vraiment frapper des zones civiles, ça se saurait. Quand Israël frappe les zones civiles à Gaza, ça se sait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je sais qu'il y a mes ennemis dans un bâtiment, parce que c'est un bâtiment civil, je ne dois pas détruire le bâtiment. Ça ne marche pas. Mais ils le font quand même, sachant qu'en détruisant le bâtiment, ils auront une justification pour dire, regardez, ce n'était pas un bâtiment militaire, mais ils l'ont détruit. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas un bâtiment à la base militaire, que ça ne s'est pas transformé en bâtiment militaire parce qu'il y a eu des militaires qui ont pris le contrôle du bâtiment? Voilà les nuances en fait que ces gars ne font pas, et c'est là où je dis que c'est extrêmement vicieux. Parce qu'ils envoient les gens à la mort pour pouvoir alimenter leur propagande. Des zones entières se font détruire, comme à l'image là, parce qu'ils veulent alimenter leur propagande. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils transforment, pourquoi est-ce qu'ils utilisent des zones civiles comme des bases, dans la logique ukrainienne / occidentale, parce que ce sont les occidentaux qui conseillent l'armée ukrainienne. Déjà, il y a l'effet dissimulation et protection par la population. Quand les militaires se rapprochent des zones habitées, des zones où il y a des civils, ça réduit et ça complique la détection et les frappes de ces zones-là. Pourquoi? Camouflage, réseau électrique civil, bâtiments multidents, etc., etc. En gros, ça réduit tactiquement la vulnérabilité aux frappes directes. Parce qu'il y a des civils à l'intérieur et que dans ce genre de guerre, les civils ne doivent pas être touchés. En principe, pour un pays qui respecte globalement les droits et les conventions comme la Russie. Parce qu'on sait très bien que de l'autre côté, l'Ukraine ne s'encombre pas de tout ça et frappe les civils n'importe comment. Après la dissimulation et la protection, il y a la proximité. Le fait d'être à côté du front et de tout ce qui est logistique. Héberger des postes de commandement, des dépôts de munitions, des systèmes de communication ainsi que des voies de ravitaillement et des points d'appui urbains permet de rapidement faire des rotations et avoir des réponses plus immédiates. Ça permet aussi d'utiliser les infrastructures civiles militairement à des fins militaires, si je peux formuler ça comme ça. On parle de centrales électriques, de ponts, d'entrepôts, de gares. Tous ces trucs-là servent à la fois les civils et aussi l'effort de guerre, rechargement, transport, alimentation et j'en passe. Et comme l'Ukraine n'a pas une forte logistique, c'est comme ça qu'ils se servent en fait tranquille dans les infrastructures civiles au lieu de se contenter des infrastructures militaires. Il y a aussi des calculs politiques qui se font quand l'Ukraine adopte ce genre de tactique. Parce que l'adversaire en face hésite à frapper massivement des cibles civiles. Parce que ça aura un coût politique et ça va alimenter leur propagande. Mais bon, après, je pense pas qu'actuellement la Russie soit encore préoccupée par ce que dit l'Occident. Tellement l'Occident cherche des trucs à dire, à redire, à surdire, qu'à un moment donné que la Russie fasse quelque chose ou rien, ça va toujours se terminer de la même manière. En gros, en blablatage. Mais malgré tout, comprenez qu'en plaçant du matériel militaire près des civils, c'est une tentative de dissuasion de frappe large en réalité. Et vous réalisez à travers ce que je viens de dire que depuis le début, la Russie se retient. La Russie se retient énormément. Mais il y a quand même un rappel essentiel qu'il faut faire. Ce qui permet à la Russie d'agir, c'est le fait que le droit international humanitaire distingue l'objet civil et l'objectif militaire. Donc, transformer volontairement un objet civil en objectif militaire enfreint le principe de précaution et augmente donc le risque pour les civils. Résultat, si un bâtiment devient un objectif militaire légal, parce qu'il y a des militaires à l'intérieur, parce que ça sert à la logistique militaire ou à la logique de guerre globalement, il y a des attaques adverses qui peuvent viser le bâtiment en question. Mais il y a quand même un mais, ça doit suivre une logique de proportion. C'est le bâtiment qui doit être détruit et non pas tout le quartier. Et c'est ce que je dis, parce que quelque part, la Russie est obligée de se retenir pour ne pas raser tout un quartier. Regardez par exemple à l'image là. Vous vous rendez compte que voilà ce qui a été détruit. Le reste du quartier est encore debout. Simplement parce que c'était ça la cible. Ils sont obligés de se contenter de détruire ça parce que l'armée ukrainienne a transformé ceci en base. Or, si c'était des quartiers militaires, ça aurait pu simplement être rasé complètement par l'armée russe. Mais on se rend quand même compte que la frontière est très floue et les responsabilités veulent être partagées alors que de base, ce sont les Ukrainiens qui décident de faire ce désordre. Parce que l'idée, c'est quoi? Qui a mis le matériel là-bas? Quelles précautions ont été prises par l'armée ukrainienne?
Est-ce qu'il n'y avait pas des options moins dangereuses pour les civils? Sauf si, une fois de plus, ils s'en fichent des civils et tout ce qui compte, c'est de pouvoir alimenter leur propagande, faire en sorte que Zelensky ait son argent et puis voilà. Parce qu'ils veulent alimenter leur propagande, ils installent des militaires proches des civils. Résultat, ça devient dangereux pour les civils. Mais à la fin de la journée, qui perd en avantage moral et juridique? Parce que si tu places tes capacités militaires dans des écoles ou alors dans des hôpitaux, tu es en fait en train de donner des arguments légaux et médiatiques à l'adversaire. Et c'est comme ça que la Russie, elle, n'attaque pas sans preuve. Je suis sûr qu'ils ne vont pas demander la preuve que c'était des bâtiments militaires. Donc, tactiquement, on comprend pourquoi est-ce qu'on met des capacités militaires près des civils. Parce que camouflage, logistique, pression politique. Sauf que juridiquement et moralement, c'est très dangereux. Vu que ça met la population au premier plan du conflit, et donc ça facilite les frappes qui, si elles sont disproportionnées, ou alors si les gens se baladaient tout simplement, leur quartier va être transformé en champ de bataille et ils vont être enterrés sous les décombres d'une guerre qui ne les concerne même pas. Ça concerne l'OTAN. Et le camp qui perd le plus, c'est le camp qui met les civils au devant d'un conflit armé. Il faut qu'on retienne ça. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interview et analyse. Parfois, on rit, parfois c'est plus sérieux, mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin, ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. On va y revenir, notamment avec Brandon White, c'est-à-dire qu'il y a ce bras de fer avec l'OTAN, avec l'Europe, le survol, les avions, les drones, comme cette nuit encore, les sites sensibles militaires au Danemark. Et puis, il y a toujours cette idée de frapper les civils ukrainiens. L'idée, c'est quoi? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire, ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images et il y avait 0 réunion. Les immeubles... Quelle image? J'aimerais aussi voir les images là. Juste avant le bombardement, qu'on nous montre l'intérieur du café et on vérifie. Parce qu'une fois de plus, vous vous rendez compte que la Russie a des preuves à présenter. C'est eux qui n'en ont pas. Et ça revient à ce que je disais. Ils prennent les endroits civils, les transforment en base militaire d'une manière ou d'une autre. Quand je dis base, vous comprenez. Ils transforment cet endroit en hub logistique militaire. Puis quand cet endroit est détruit, ça alimente leur propagande. C'est fait exprès. Ne vous dites pas une seule seconde que non, ils n'y ont pas pensé. C'est fait exprès. Les centrales électriques, la Russie assume qu'elle les bombarde. Il y a des représentants russes, le fameux député de la Douma, par exemple, Piotr Tolstoï, qui disait on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge. Vous allez voir. Donc ça sert à casser le moral des Ukrainiens, mais on ne montre pas assez les résistances. Donc tout de suite, les bâtiments sont reconstruits, les hôpitaux sont reconstruits, les écoles, il y a de plus d'écoles dans les sous-sols. Et je regardais, par exemple, des images de Kherson. Il y a une vie vraie souterraine maintenant. Cette ville est aussi très souvent bombardée. Cette dame ment, tout simplement. Quand elle parle de résistance, là, quand on parle pas assez de résistance, qu'à chaque fois qu'un bâtiment est détruit, il est immédiatement reconstruit. Une école détruite, immédiatement reconstruite. Un hôpital détruit, immédiatement reconstruit. Mais c'est ça même, bravo. Une frappe peut totalement rendre un bâtiment inutilisable, c'est-à-dire mur effondré, fondation fissurée, réseau électrique, vraiment une catastrophe, plomberie anéantie. Même avec des ressources illimitées, admettons même que l'Ukraine avait les ressources illimitées. Reconstruire un bâtiment pareil là, c'est pas un jour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas dans le mois, dans la semaine, que sais-je encore. C'est impossible. La reconstruction va prendre des mois. Et si l'infrastructure est complexe, par exemple un hôpital avec des équipements spécialisés, ça va prendre encore plus de temps. Remarquez bien, dans la vie, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Détruire, ça ne prend que quelques secondes. Construire, c'est un temps de fou. C'est d'ailleurs pour ça que je respecte beaucoup plus ceux qui construisent que ceux qui détruisent. On va dire, oui, on est expert en démolition. Non. Soyez expert en construction. Donc, au-delà du fait que ça prend énormément de temps, il y a des priorités militaires et logistiques globalement. Si, en pleine guerre, les zones touchées, les zones où il y a des menaces constantes, ne sont pas la préoccupation immédiate. Reconstruire dans un secteur qui peut être frappé à nouveau, ça n'a aucun sens stratégique. C'est bête pour n'importe qui en fait. D'autant plus que reconstruire en période de guerre, en temps de guerre, c'est mettre les ouvriers face au risque. Sauf si les ouvriers là sont peut-être les militaires, je ne sais pas. Mais là, ils vont se concentrer sur l'infrastructure militaire que civile. Et il y a une limitation de matériel et d'êtres humains.
béton, acier, appareils médicaux, mobilier scolaire, etc. D'ailleurs, tu reconstruis même une école, pourquoi? Pour que les gens retournent à l'école là-bas. Donc vous êtes un parent, on vient de bombarder l'école de votre enfant. Par chance, l'enfant a survécu. Il n'y avait pas classe le jour-là. On reconstruit l'école et vous envoyez encore votre enfant à l'école là. Soyons honnêtes. Mais au-delà de ça, vous voyez tout le matériel qui doit être transporté vers une zone qui risque d'être encore détruite. Les corridors humanitaires sont limités. Et il y a maintenant du matériel lourd qui va être bloqué ou alors retardé par les combats. Et après tout ça, admettons que c'est reconstruit une fois de plus. Qui va encore suffisamment avoir de confiance pour aller travailler? Puisque tout ça doit tourner avec du personnel. Un hôpital a besoin d'ingénieurs, de médecins, et j'en passe. La reconstruction de tout ça a besoin d'architectes. Les écoles ont besoin d'enseignants, de protocoles, d'administratifs, etc., etc. Tout ce moment-là doit être disponible. Vous pensez que vous allez réussir à les convaincre d'aller dans un endroit qui a déjà été détruit, déjà été frappé, qui risque potentiellement d'être à nouveau frappé? Donc, dans un contexte de guerre, beaucoup fuient. Ou alors, il y a même d'autres qui sont mobilisés pour la défense du pays. Résultat, madame, avant de reconstruire, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est faux ce que vous racontez, c'est qu'il faut avoir sécurisé la zone. Ou à l'idéal, il ne faut plus qu'il y ait de guerre. Ce que l'Ukraine fait par contre, c'est parfois, de temps en temps, quand ça arrive, quand ils ont les moyens, quand c'est important, ils installent des solutions temporaires. Les grandes tentes là, ou alors des bâtiments modulaires qui peuvent se déplacer. Et ces bâtiments, ces tentes, servent en fait d'hôpitaux provisoires. Ce n'est pas une reconstruction, c'est simplement un moyen de maintenir un minimum de services. Donc, même avec des moyens humains et financiers illimités, ce qu'elle raconte là, c'est un mensonge. Alors, Brandon Warrett nous a rejoint parce qu'il y a cette guerre, bien évidemment, sur le terrain en Ukraine, et puis il y a cette autre guerre. Alors, on a parlé de guerre hybride. Elle est de moins en moins hybride quand même avec Moscou, et la confrontation est de plus en plus directe entre la Russie, l'OTAN, l'Europe. Et vous allez voir que depuis hier, le ton monte sacrément, Brandon. Il y a les actes, il y a les mots, mais ils deviennent de plus en plus violents. Oui, effectivement. Bonjour Christophe. Et il y a un changement de ton du côté de l'Allemagne, parce que notamment suite à l'intrusion ce vendredi, intrusion non identifiée au-dessus de l'espace aérien allemand, ici à la frontière avec le Danemark. Nous sommes là dans le Länder de Schleswig-Holstein, pas très loin de la ville de Kiel. Et puis on en parlait hier tout au long de la journée, enchaînement d'intrusions au-dessus des espaces aériens nationaux. C'est le cas du Danemark. On a aussi la Norvège, la Suède et donc l'Allemagne. Et vous avez le ministre de l'Intérieur allemand, qui tape du poing sur la table, notamment face à de nouvelles intrusions ennemies, notamment de la part de la Russie. Il n'y va pas par quatre chemins. Comment ça, notamment de la part de la Russie, alors que depuis le début de ta prise de parole, tu as fait comprendre que c'était non identifié? Comment tu fais pour savoir que c'était Russie, c'était non identifié? Mais, monsieur, prenez-vous au sérieux 2 minutes. Donc, voici l'Allemagne. Non, il est important qu'on guette une carte. Voici l'Allemagne. Le Danemark, la Suède et la Norvège. Il parle de drones russes. Voici la Russie. Là, il essaie de nous faire croire que les drones non identifiés, qu'il a identifiés comme étant russes, lui, je ne sais pas en tant qu'expert qu'il est, peut-être qu'il a la capacité de maîtriser les fréquences, on ne sait pas. Et donc, à partir des fréquences, il a su que c'était russe. Le drone russe a quitté la Russie, a traversé les pays baltes, ou alors la Finlande, est passé par la Suède, a tourné en Norvège, est revenu en Suède, est descendu au Danemark et est arrivé en Allemagne. Oui, c'est-à-dire, même en termes de scénario, ça n'a aucun sens. Oh, bien évidemment, il y a Finlande qui a déjà bavardé, il y a Estonie qui a déjà bavardé, il y a Lettonie qui a déjà bavardé, il y a Lituanie qui a déjà bavardé. Peut-être même que c'est passé par la Pologne puis l'Allemagne. Ils ont bavardé pour leur part, pas pour ceci, non. Ça fait quelques jours qu'ils ont bavardé, non? Je pense que c'est en Roumanie où on a vu un seul drone. C'est en Roumanie ou en Finlande, je ne sais même plus. En fait, ils passent leur temps tellement à bavarder, sans preuve que, à un moment donné, on s'y perd. Je viens de penser un truc. Peut-être que c'est ça leur objectif. Oui. Parce qu'à force de bavarder, on s'y perd. On sait juste que voilà, il y a eu un truc comme ça. Et donc, si jamais il y a une réponse qui va être aussi répondue par la Russie, ils vont dire que qui a commencé. Parce que sur les plateaux, ils vous poseront une question. Que qui a commencé avec les drones dans l'espace de l'Europe? Et vous allez répondre quoi? Puisqu'ils ont tellement chargé de fake news qu'à un moment donné, on n'arrive plus à distinguer quoi exactement. Voilà, ils nous parlent de Suède, Allemagne, Danemark, Norvège. Le drone là est passé par où il se téléporte pour apparaître dans leur espace. Par contre, on retrace son chemin. Le même présentateur qui dit qu'on n'a pas réussi à identifier les drones affirme quand même que ce sont des drones russes. L'affaire qu'ils engagent ici, ça va les dépasser. Réponse claire, nette et précise. Il envoie un message notamment à la Russie. Écoutez-le.
Il s'agit de détecter les drones, il s'agit d'intercepter les drones, il s'agit également d'abattre les drones. Ce sont là les principes fondamentaux dont nous parlons lorsque nous nous repositionnons pour la défense contre les drones. Techniquement, ce n'était pas un message contre la Russie, c'était un message contre les drones. Les drones non identifiés en Allemagne. Ce n'était pas contre la Russie. Je n'ai pas entendu de message clair contre la Russie. Même votre traduction n'a même pas prononcé la Russie pour nous induire en erreur. Il n'y a pas d'intrusion avérée, même si vous avez un Emmanuel Macron qui l'a dit cette semaine, suite à l'intrusion dans l'espace aérien danois, eh bien, la France se tient prête pour assurer la sécurité du Danemark. Et puis, il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était l'invité hier de LCI face à Margot Haddad. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a précisé la position de la France. Certains partenaires otaniens demandent l'abattage de ces drones. Pourquoi la France ne monte pas d'un cran, en tous les cas, d'aller à ce niveau-là? Les règles d'engagement, la posture et les moyens additionnels sont au cœur des discussions actuelles des alliés de l'OTAN qui entendent bien faire respecter la protection de l'espace aérien européen et écarter toute nouvelle menace. Voilà pour la montée des températures côté européen. On avance donc face à une potentielle, éventuelle réponse ennemie, notamment d'une intrusion, notamment face à la Russie. Alors justement, quelle est la réponse de Moscou? Vous voyez, la Russie doit tout vous sortir de leur bouche. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à la tribune des Nations Unies hier. Écoutez-le. La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne. Le président Poutine a nié ces provocations plusieurs fois. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a des prises de parole que je kiffe entendre. C'est-à-dire qu'il y a des gars, quand ils parlent, quand ils répondent, vous sentez qu'en face, il y a quelque chose de consistant. Parmi les dirigeants que j'apprécie particulièrement leur prise de parole, il y a les dirigeants de l'AES et il y a ceux de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à être tranchants, mais dans la politesse diplomatique. Nous, on ne veut pas vous attaquer. Mais ceux qui vont nous attaquer vont avoir une réponse de notre part. C'est beau, c'est propre, c'est carré. Et c'est pour ça que depuis tout s'agite, mais n'attaque pas. Parce que le seul endroit où l'OTAN pourrait bien montrer sa force, c'est en répliquant, en attaquant. Faites-le donc. Ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'en face, effectivement, ils n'ont pas à faire un tigre de papier. Le tigre de papier, c'est l'Occident. Ce n'est pas la Russie. Faites. Oh. Faites. Voilà, le message, la menace est claire. S'il y a un incident, cela peut provoquer une guerre. Alors, après cette intervention à la tribune des Nations Unies, vous avez un Sergueï Lavrov qui donne une conférence de presse. Un moment qui est passé pour beaucoup peut-être inaperçu, pas pour les équipes de LCI. Écoutez bien attentivement cette petite phrase du ministre des Affaires étrangères. Si des tentatives sont faites pour abattre tout objet volant ou tout objet se trouvant sur notre territoire ou dans notre espace aérien, je pense que les gens regretteront amèrement d'avoir commis une violation aussi flagrante de notre intégrité territoriale. Voilà, on a tous très bien entendu. Vous avez Sergueï Lavrov qui parle de l'espace aérien russe. Et vous avez ce ministre qui joue sur l'ambiguïté. Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. On en a beaucoup parlé avec vous, Christophe, sur LCI le week-end dernier, notamment avec cet espace aérien estonien qui a été violé. Selon Moscou, nous étions dans les eaux internationales. Selon l'Estonie, nous étions au-dessus de l'espace aérien estonien. Et vous avez un Sergueï Lavrov qui joue sur la complexité maritime et géographique de ce golfe de Finlande, parce que d'un côté, il y a l'espace aérien d'un pays, de l'autre, la Finlande, et ces 10 kilomètres, justement, c'est là que joue toute cette complexité. Et le ministre des Affaires étrangères russe qui prend le monde à partie en disant que, justement, il faudra discerner lorsque nous nous trouvons dans des espaces aussi restreints et donc dans des situations aussi complexes. C'est clair, non ? Je trouve que c'est extrêmement clair et en plus il a ça sur la carte. Si la difficulté c'est la navigation au-dessus de la mer, il faudrait simplement qu'on corrige ça. Parce qu'effectivement à un moment donné vous pourrez rajouter 1 km ou réduire 1 km en fonction de votre convenance pour pouvoir justifier une violation aérienne. Mais là factuellement rien n'a été détruit et l'avion s'est contenté de traverser. Rien n'a été détruit, j'insiste encore là-dessus. Ça a traversé. Voilà la preuve en image. Et encore, l'image qu'on nous montre, c'est l'image du point de vue du bloc occidental. Que oui, ça a quand même été violé quelque part parce que même si c'est sur l'océan, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'espace aérien de l'Estonie. C'est vrai.
Mais il y a une raison, c'est parce qu'entre la Finlande et l'Estonie, la bande internationale n'est que de 10 km. Pour avoir une marge d'erreur là, c'est plus compliqué. Et j'insiste encore, ça ce n'est que la version de l'Occident. Je suis sûr que la version russe sera différente. Et que là, comme d'habitude, il faut une construction médiatique de tout ça. Merci beaucoup, Brandon, pour toutes ces précisions et ces déclarations. Le problème, mesdames, messieurs, c'est qu'à force de montrer les muscles, de faire des grandes déclarations, Grégory Phillips, il va falloir passer aux actes. Imaginons que Poutine ait envie de nous tester, nous les Français, nous les Allemands, en disant « vous parlez beaucoup, on va voir ce que l'on va voir, on va vous balancer des drones, voire des avions ». Oui, et c'est là que justement que réside un autre facteur de complexité, c'est de quel type d'engin on parle. Parce que dans les incursions auxquelles on a pu assister depuis plusieurs jours maintenant en territoire européen ou otanien, ça va... Les incursions que vous avez créées vous-même, continue. D'après ce qu'on comprend, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, du petit drone qu'on peut quasiment acheter dans le commerce et qu'on fait voler, qu'on fait décoller au-dessus d'un aéroport, à un avion de chasse MiG qui est dans le ciel estonien. Et entre les deux, vous avez quand même toute une palette d'engins avec des drones plus puissants, des drones Shahed, des drones qui peuvent être armés ou non armés, et jusqu'à l'avion de chasse. Donc vous voyez que la réponse, en fait, on peut pas avoir une réponse claire et définitive sur dès qu'il y a un engin qui s'introduit dans notre espace, on le descend. Pourtant, c'est ce qu'on le dit. Oui. Alors nous, Français, non par notre ministre, mais les Allemands l'ont dit clairement. Mais notez bien que c'est pas la même chose d'abattre un petit drone civil dont on ne sait pas exactement s'il est menaçant ou pas, mais qui vole. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, c'est aussi ça le problème d'ailleurs. Ou un avion russe qui s'amuse à aller taquiner la frontière estonienne. Vous voyez bien que les conséquences seraient évidemment pas les mêmes. Radicalement pas les mêmes. On ne dit même pas évidemment. On dit radicalement pas les mêmes. Ça n'aura rien à voir entre les deux. Et Erdogan en a fait les frais. Erdogan en a fait les frais. Même comme bien évidemment, il ne l'aborde pas souvent. Il y a eu un précédent. Un pays du bloc occidental, la Turquie, qui a détruit un avion russe et a tué le pilote. On a eu un précédent. Et là encore, c'est un pays ami. Imaginez un temps, soit peu que ce soit un pays qui est ouvertement anti-russe. Non, mais ce sera très grave. Et une personne qui a dit ceci en commentaire, que l'Ukraine arrête de cacher son matériel militaire parmi les civils. Zelensky menace et Poutine frappe. Les Européens parlent et la Russie avance. C'est là la différence entre le narratif et les actions. Le tigre en papier, ce sont les Européens. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas vous qui disiez que la Russie est à court de missiles depuis 3 ans. Donc, la Russie n'est pas à court de missiles depuis 3 ans. Bonne question, vraiment. Bonne question. C'est eux qui disaient que la Russie était à court de missiles, court de munitions, court de chars. Bref, que demain matin, la Russie perd cette guerre. Ça fait 3 ans que Gal Trinquant dit que la Russie a perdu la guerre. Il faut le croire. C'est un spécialiste. La réponse de l'Allemagne, c'est « Nous allons abattre les drones russes ». Bah, c'est la moindre des choses. Franchement, Poutine doit rigoler devant tant de mollesse des Européens. Car c'est même pas qu'il doit rigoler, c'est qu'ils vont faire quoi d'autre? Ce n'est même pas la mollesse de l'Europe qui fait rire, c'est que l'Europe va faire quoi d'autre? Ils sont seulement obligés de râler, en fait. Et après, dans le 2 poids 2 mesures, c'est le traitement de la guerre. Il y a une personne qui a fait un commentaire intéressant. Vos copains en Israël lâchent 3 bombes et tuent 2 douzaines de personnes. Vous vous mettez à 4 pour les couvrir. Les Russes envoient 600 missiles et tuent peut-être 4 personnes, car l'effet des retombées de missiles de la défense aérienne n'est jamais clair. Et là, vous avez des leçons à donner à quiconque. Même chose ici. Quand la Russie dit frapper les infrastructures militaires mais touche des civils, ce qui est condamnable, c'est grave. C'est clair là-dessus. Mais quand Israël dit la même chose, mais bombarde les enfants, on appelle ça des frappes chirurgicales. Vous voyez leurs 2 poids 2 mesures dans le traitement de la guerre. Oh, on a reconnu la Palestine. Quand la Russie frappe, c'est un crime. Lorsque l'Ukraine frappe, c'est de la bravoure. Vous vous rendez compte que même auprès des auditeurs de ce genre de chaînes d'émissions et j'en passe, il y a une désillusion grandissante. Les gens sont en mode, lâchez-nous avec votre propagande. Beaucoup de personnes suivent ça juste pour le plaisir de s'en moquer. Vous serez très surpris. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.